Bonsoir, bienvenue dans cette nouvelle émission Le Kiosque. J'espère que vous avez passé une excellente semaine et que vous êtes tranquillement installés pour écouter nos experts ce soir dans cette émission Le Kiosque. Et nous avons un invité ce soir, un invité spécial. Vous savez que dans Le Kiosque, nous aimons bien inviter ceux qui font l'actualité dans le pays. Et ce soir, nous avons pu avoir le maire de la belle ville de Sainte-Luce, M. Nicaise Moroz. Bonsoir, Monsieur le maire, merci d'être avec nous. Bonsoir à tous, bonsoir à toutes. Serge, bonsoir, Serge Tali, alors rédacteur en chef du Progressiste. Oui, bonsoir à toutes et à tous. Oui. Et je dois te féliciter, Serge, parce que ça devient de plus en plus intéressant de regarder. Non, mais c'est vrai, ça attire l'œil, ça retient en tout cas. Donc, il sait me parler finalement. Et en plus, il t'invite. Il m'invite et il me parle comme j'aime. Alors, c'est un travail d'équipe et tout le monde y participe. Ma fierté, c'est d'avoir convaincu un certain nombre de personnes chaque semaine de retourner et de donner. Voilà, de leur temps pour notre journal. C'est ça qui est le mieux, bon, que ce soit beau, bon, ça c'est... Ah non, c'est important. Oui, c'est important, mais c'est pas dit que je la ferai, ou même à notre ami Branchi, même s'il est pas encore là. Il y a du taf. Il y a du travail et que... Moi, je suis content quand certaines semaines comme cette semaine, j'écris très, très peu. Combien d'années, le Progressiste? Depuis 58 ans. 58. Depuis 1958. Numéro 2534. Voilà. Donc 2534 semaines. Voilà. Et ouais. Tu as des couleurs qui sont d'aujourd'hui. Tu n'es pas resté figé dans le passé. C'est ça qui est intéressant. Je dois dire que j'ai une collaboratrice qui choisit les couleurs chaque semaine. Parce que moi, ça ne me touche pas un peu plus que ça, les couleurs. Mais bon, vous savez, j'ai dit une collaboratrice. Bon, très bien. Merci beaucoup, Serge. Qui travaille avec, collaborer. Alors, avec nous aussi, Eddy, qui n'était pas là la semaine dernière, mais qui nous est revenu entier. Bonsoir, oui. Merci d'être avec nous, Eddy. Merci de votre accueil. Et puis, félicitations à nouveau à cette télévision qui tient le coup, c'est bien. Et on a besoin de vous. Hein. Donc, n'oubliez pas qu'on a jusqu'au 31 décembre 2019. Donc, oui. Allez-y. Pour pouvoir, là, tu parles de la souscription pour Zouk Télévision. Tout à fait. Et c'est vrai que lorsque nous avons lancé cette souscription, il y a une autre télévision qui a lancé, elle aussi, une campagne de dénigrement qui percute la note et qui fait que les gens se posent un certain nombre de questions. Mais on ne baisse pas les bras, on y croit. Et puis, je suis sûr que vous avez envie, comme nous, que cette télévision continue à vivre. Alors, Historial, c'est pas presque prêt. Il faut que je vérifie tout parce que j'ai pas envie de me prendre encore des attaques. Non, parce qu'on a des sujets, sujets très très sensibles. On a un sujet sur Duvalier, on a un sujet sur l'OJAM, on a des sujets sur l'affaire Jalta. Donc, c'est chaud. En fait, c'est peut-être ta faute, ce que me te fait là maintenant. Parce que tu as fait un tel buzz. Il a décidé de dire quoi faire pour avoir un buzz comme ça sur ma télé. Non, il n'y aura pas de mercato. Je n'irai pas de l'autre côté, ça c'est clair et net. Ah là, je comprends mieux pourquoi que me te fait ça. Enfin, voilà, ce soir nous avons donc le maire de Rivière, pas de Rivière-Salée, de Sainte-Luce avec nous. Alors, monsieur le maire, vous avez quand même fait le buzz aussi, avec ce qui s'est passé dans votre charmante ville. Est-ce que vous pouvez nous en parler? Parce que tout le monde a lu la presse, on a vu des barrières arrachées, des forces de l'ordre qui étaient là pour rétablir l'ordre, je suppose. Et puis, est-ce que vous pouvez nous expliquer ce qui s'est passé dans votre commune? D'abord, je vous remercie de nous recevoir. Avec grand plaisir. Et puis, dire que j'ai fait le buzz, ce serait prétentieux. Ce n'est pas moi qui ai fait le buzz. Disons qu'on a beaucoup parlé de la commune de Sainte-Luce. Oui. À l'occasion, on en parle souvent d'ailleurs, dans d'autres occasions. Oui, c'est vrai. On nous reproche parfois d'être trop souvent en avant, d'avoir beaucoup d'activités, d'animation. Il y a toujours quelque chose qui se passe à Sainte-Luce. C'est vrai. Mais là, il y a quelque chose qui s'est passé. Et qui était différent de ce que nous faisons habituellement. Le mercredi soir d'habitude, il y a Mawa sur le bord de la plage, la musique. Il y a un tenancier qui assure l'animation de son établissement et qui, par la même occasion, assure l'animation de la ville. Mais nous essayons, depuis que nous sommes là, à travailler
à la réunion des lycéens, à faire en sorte que cette ville puisse être solidaire dans sa manière d'avancer vers le futur. Oui. Et là, il y a eu un événement, des gens qui ont estimé que certains résidents de la commune, selon eux, ne respectaient pas la règle. Enfin, bon, il y a tout un enchaînement de faits, d'informations, de fakes aussi, de contre-vérité, pour parler clairement français, et qui ont fait que des personnes ont estimé qu'elles avaient parfois même le devoir, on avait le sentiment que c'était leur devoir de Martiniquais de contester cela, alors que finalement, quels sont les faits? Oui. On a un quartier, ça déplaît quand je dis ça, qui ne s'appelle pas Font-Larion, ça déplaît. Font-Larion ne se trouve pas à Sainte-Luce, mais à Fort-de-France. Bon, il y a un quartier qui s'appelle Désert, Mabouya. Il y a donc des habitations sous la pointe de Mabouya. Et des personnes ont estimé ne pas pouvoir passer de la place de Désert à la place de Mabouya, juste à côté. Et elles ont estimé que là, il y avait une injustice. Je ne vais pas reprendre les termes, mais parce que on va voir la photo tout à l'heure, Yannick. C'est pas tellement mon propos. Mais face à cela, il y a des propriétaires, que ça plaise ou non, ces personnes sont propriétaires. Hein? Ouais. Voilà, moi je suis très factuel. Je sais pas comment. Il y a la différence entre le pays réel, qu'on a du mal à vivre, et puis le pays imaginaire, et qu'on se complaît parfois à imaginer. Hein? Et à chaque fois, ça fait des étincelles. La réalité, le réel, c'est quoi? C'est que ces personnes sont propriétaires. Est-ce que ce sont des métropolitains ou des gens d'autres pays, ou ce sont des Martiniquais et des Martiniquaises, les propriétaires qui sont dans cette zone-là? Il y a de tout, c'est la Martinique. Oui. Voilà. Non, parce que j'ai cru comprendre qu'on disait que ce sont des Blancs qui sont venus, qui se sont appropriés. Et ça ne correspond pas du tout à l'histoire. C'est de l'histoire fabriquée pour essayer de... Bon, il y a des aspects positifs à tout ça, si on va en parler. Oui. Mais il y a une histoire fabriquée pour essayer de convaincre les gens. On a fabriqué une histoire des métropolitains qui sont venus à l'époque où ça a été vendu par l'État d'ailleurs, dans les années 50-60. Les métropolitains, c'était à l'époque où le pays, c'était un pays en moustique, etc. C'était nous et puis les béquets. D'accord. Donc, il y a des personnes très martiniquaises qui ont acheté, qui soient... puis au fil du temps, ça a été vendu ou revendu. Et puis, il y a des métropolitains qui habitent là, mais c'est comme partout en Martinique, c'est pas seulement là. Et puis, il n'y a pas que des métropolitains. Il y a des personnes qui ne sont pas métropolitains, qui ne sont pas blancs, qui ne sont pas béquets, et qui habitent là aussi, qui ont acheté qui ont racheté des maisons, qui ont construit dans cet endroit-là et qui font vivre le quartier. Alors évidemment, quand on a découvert qu'il n'y avait pas que des blancs, on a dit « Ah ouais, c'est des nantis, docteurs, comme ça. » Bon. Alors à chaque fois qu'on avance dans la vérité, on trouve un argument supplémentaire pour continuer à distiller une contre-vérité. Cela dit, je suis maire de la commune, je défends ni les uns ni les autres, je parle d'une réalité. Alors, il y a un sujet, un vrai sujet à cet endroit, c'est vrai, il ne faut pas le nier. Un vrai sujet à cet endroit, c'est que le fameux sentier littoral, je ne parle pas du parcours santé de la mairie de Sainte-Luce, je parle du sentier littoral que prévoit la réglementation, à cet endroit, il n'existe pas. Mais il y a une réglementation qui encadre tout ça, qui dit qui doit le faire, qui dit aussi dans quelles conditions on doit le faire. Bon, voilà. À aucun moment, on ne dit qu'il faut aller saccager les clôtures ou les habitations des gens pour établir un sentier littoral. La réglementation est claire, elle existe. Elle existe en France depuis 86, je crois. Et elle est applicable ici en Martinique, dans les DOM, depuis 2010. Et elle a été précisée par la suite par des ordonnances de 2015, notamment. Donc, les choses sont là. Si on estime qu'il y a une illégalité, parce que les termes sont forts quand même, quand on dit qu'il y a illégalité, c'est-à-dire que les gens sont là dans l'illégalité.
Alors, quand je vais dire ce que je vais dire, je me fais encore trucider sous les réseaux sociaux. Il n'y a pas d'illégalité, il y a une inapplication de la loi. Voilà. Les gens n'ont pas barré volontairement. C'est-à-dire qu'ils ont acquis des parcelles. À l'époque, on passait. Quand l'État a vendu, il y avait la possibilité de passer d'une plage à l'autre par la pointe. Il y avait... Un sentier. Il y avait la plage, quoi, qui la faisait plage. tout le tour, mais avec l'érosion, ça aussi c'est un fait, qu'on le veuille ou non, ça s'est produit là comme ailleurs, mais beaucoup là. Et il se trouve qu'on ne peut plus passer par le bord de mer. Donc, à ce moment-là, il faut passer par les crêtes. Alors, il y a eu un premier mouvement, c'était en 2007, je crois, hein, si mes souvenirs sont bons. Bon, il y a eu un accord qui avait été conclu. Il n'y avait pas encore l'application de la réglementation concernant le sentier littoral dans les domaines, puisque celle-là, elle date de 2010. On est en 2007. Donc, il y avait un accord, parce que dans un cas comme ça, il faut qu'il y ait une concertation. S'il n'y a pas de réglementation, on cherche une concertation avec les propriétaires. Il y avait une concertation, il y avait une solution qui avait été adoptée avec le maire précédent, et on passait en traversant le lotissement d'une plage à l'autre. Il y avait des clôtures qui avaient été déplacées. Ça permettait aux gens de passer. Il se trouve que là, ça ne semble pas être suffisant. OK, il n'y a pas de souci, je veux bien entendre. Mais il y a une réglementation qui gère l'affaire. Donc, avec la règle de droit, et c'est ce que nous disons, non seulement on peut gérer l'affaire, mais on doit gérer l'affaire avec la règle de droit qui existe. Elle n'existerait pas, bon, mais elle existe. Donc, il faut savoir la regarder en face et l'appliquer. Et la règle de droit dit quoi ? C'est le préfet, c'est l'autorité administrative qui définit le sentier littoral, la servitude littorale, et qui l'impose aux propriétaires. Et puis, il y a des conditions. C'est pas on prend la clôture et puis on recule de 3 mètres. Hein, c'est pas ça, la loi. Hein. Pas ça du tout. Il y a des modalités, parfois la loi parle d'obstacles, il y a le recul on ne peut pas imposer à un propriétaire un sentier, une servitude à moins de 10 mètres des murs de la maison. On ne peut pas imposer à un propriétaire un passage si le terrain est clos de murs. Enfin voilà, la loi définit assez bien les choses. Il dit, bon, dans ce cas, il faut contourner. Il y a les servitudes longitudinales, les servitudes transversales, enfin, c'est un tas de mots savants. Mais ça permet de gérer les réalités. Et là, il y a une réglementation. La seule chose que moi, en tant que maire, que je dis, c'est appliquons la règle de droit. Et on a des propriétaires. Alors, évidemment, quand je dis ça, je me fais insulter sur les réseaux sociaux, menacer. Bon, ça n'a pas d'importance. Moi, je suis maire pour gérer une réalité. Et puis respecter la loi, parce que, enfin bon, ça me fait penser encore à d'autres personnes qui, même condamnées, continuent à faire comme si la loi n'existe pas. Tout à fait. Mais sinon, ça devient l'anarchie si on ne respecte pas la loi. Si chacun fait sa loi. Alors, je vous propose de regarder un petit peu les deux photos contiguës pour qu'on voit bien. Et là, vous allez nous expliquer. Donc, celle qui est en noir et blanc, forcément, c'est 1950. 1950. Voilà les lieux en 1950. Vous voyez, il n'y a pas d'habitation. C'était comme partout en Martinique, on a le droit, il y avait de la canne. Oui. Hein? La canne occupait la majorité des terres martiniquaises à l'époque. Encore. Malheureusement, ce n'est pas le cas aujourd'hui, mais enfin bon. Et puis, il y avait donc la plage. On peut voir qu'il y avait une plage qui faisait le tour. Moi, je suis de Sainte-Luce, je connais ces lieux. Étant gamin, effectivement, on passait par là. Hein? Dans les années 60, on passait là. 70, on passait là. Est-ce qu'on peut agrandir encore un petit peu, Yannick, éventuellement, si c'est possible, hein? Là, on voit bien qu'il n'y a pas d'habitation. Bon, puis voilà. Il y a très peu d'habitation. Il y a une profondeur de plage la plage est plus étroite à certains endroits, mais à d'autres endroits, il y a une profondeur de plage qui permettait de déambuler, comme sur toutes les plages de la Martinique. Ça permettait aux gens d'aller à la plage, d'ouvrir leur pliant, quoi, comme on disait à l'époque, et puis d'être à la plage, et puis devant. Enfin bon, c'était une plage normale, avec une bonne profondeur de plage. Et c'était ça dans les années 50. On a cette photo. Et puis les choses ont bien évolué. Alors on va passer à l'autre photo en couleur qui date de 2014 et qui montre
véritablement autre chose. L'érosion est passée par là, monsieur le maire? L'érosion est passée par là, les habitations aussi. Vous voyez, le quartier est très habité. Les personnes qui sont là sont globalement dans la légalité. Bon, évidemment, il y a peut-être une clôture, une piscine. Bon, mais ce ne sont pas des maisons folles. Ce ne sont pas des occupants sans titre. C'est ça. C'est ça qu'il faut dire. Ce ne sont pas là des personnes qui sont occupants sans titre. Ce ne sont pas des personnes qui ont reçu des titres de l'agence des 50 pas il y a 15 ans, c'est pas ça. Ce sont des personnes qui sont propriétaires depuis des années. Ce sont des parcelles qui ont été vendues précisément. Parce qu'il y a des personnes qui sont arrivées là il y a 20 ans, 25 ans, 10 ans, même récemment, il y a des personnes qui ont racheté. Mais les terrains ont été vendus à l'époque par l'État, semblerait-il. Et on a donc affaire à des propriétaires qui peuvent opposer à toute action le droit de propriété. Et évidemment, on parlait de procédure tout à l'heure pour établir un sentier, une servitude littorale. Mais ça ne vient pas comme ça. Hein. Il y a une enquête publique. Il y a la possibilité pour les propriétaires de contester devant les tribunaux. Il y a évidemment c'est le droit de tout chacun, comme vous, comme moi, et comme tous ceux qui nous écoutent, et comme ceux qui sont propriétaires là-bas. Donc, il y a une procédure qui dit que c'est valable pour toute la Martinique d'ailleurs, hein, je le précise, hein, c'est pas seulement pour Masmabou, il y a des airs, hein, c'est valable pour toute la Martinique, pour l'ensemble des DOM et l'ensemble du littoral français. Oui. Hein? Bon, donc il y a une procédure, il y a une enquête publique, il y a le directeur de la mer qui doit proposer, définir les limites du domaine public, ensuite le préfet qui doit proposer un tracé et laisser ce tracé à l'appréciation de tout un chacun en enquête publique, les propriétaires qui ont la possibilité de faire valoir leurs droits. Voilà, c'est ça, là. C'est où on dit qu'on est dans un pays de droit. Où on dit, vous savez, il y a un qui dit la liberté opprime parfois et c'est le droit qui libère. Donc, il nous faut savoir de manière très, responsable, appliquer la règle de droit. Là, comme ailleurs, puisque j'aurais compris qu'il n'y ait aucune réglementation qui encadre un problème comme celui-là, mais il y en a une. Alors, appliquons-la. Oui. Oui, Serge, je voulais. Non, je suis content d'entendre Monsieur le maire, parce que la semaine dernière, c'était la position que j'avais, puisque j'avais dit, je reprends mes notes, si la loi n'est pas respectée, il faut l'appliquer. J'avais simplement dit ça, qu'il y avait une loi, j'avais donné les dates, je suis content de voir que les dates que donne Nicaise Moroz sont celles que j'avais, c'est-à-dire 1986 sur le continent et 2010 pour nous, et j'avais conclu en disant, si la loi n'est pas... il faut l'appliquer. Bon, mais moi je maintiens, il faut l'appliquer. Et je suis bien content d'une des dernières phrases de Nicaise Moroz sur le fait que cette loi n'existe pas que pour Saint-Luce. C'est une loi qui existe pour la Martinique, pour la Guadeloupe, pour la France continentale. Et tout. Il doit y avoir des problèmes un petit peu partout. Vous allez vous attirer des ennuis. Non, j'avais dit exactement ça la semaine dernière. Parce que vous allez vous attirer des ennuis avec les gens de Shellcher, de Volga Plage. Mais nous en avions parlé, dit. Non, mais pourquoi on s'attire des ennuis? Mais non, on avait parlé des gens qui n'ont pas de titre de propriété, qui sont sur les 50 pages géométriques. Mais oui, les gens qui ont été là pour péter les barrières, tout ça, il faut qu'ils aillent ailleurs. Hein. Oui. Il faut péter les barrières. Oui, parce qu'une autre injustice serait le faire là et pas le faire ailleurs. Hein, on est bien. Non, parce que faut pas qu'on parle d'injustice. Moi, je pense que, en fait, la vraie question, c'est savoir pourquoi ils vont là et pourquoi ils vont pas ailleurs. En fait, il faudrait systématiser ce truc-là, et c'est là qu'on verrait que il y aurait d'autres formes de résistance, parce que Nicaise a hésité sur le terme, comme il est politiquement correct. Il a dit c'est des Martiniquais, ils sont pas blancs, ils sont noirs. Ce sont des noirs. Et lorsque des noirs vont s'attaquer à d'autres noirs, par exemple, je pense au littoral de Shellcher, là, sur les 50 pages géométriques, par exemple à Font-Bernier, ou bien tout près à Pointe-la-Vierge, à Pointe-de-la-Vierge, etc. Au Trois-Îlets. Là, ou bien à Grand-Rivière, ma commune. Au Robert. Par exemple. Je pense que là, ce ne sera pas pareil.
Ça ne sera pas pareil. Donc, je pense qu'effectivement, il y a nécessité de préserver le droit de circulation tel que l'établit la loi. Absolument. Et ça, il faut le faire. OK ? Mais on est encore dans ce qu'on dénonce régulièrement dans cette émission, la disparition de l'État français, quoi. Et donc, l'État français a disparu pendant 4 siècles, et puis, boum, il revient en disant, bon, les mecs, c'est pas comme ça que ça fonctionne. Je dis, oui, mais vous étiez où, les mecs, là ? Vous étiez où ? Non seulement vous avez laissé des gens se débrouiller, donc ne venez pas leur dire qu'ils se sont mal débrouillés pendant 400 ans, parce que, bon... Non, exactement. Et puis, vous ne tenez pas compte de l'évolution. Là, je pense qu'on n'a pas suffisamment insisté sur la deuxième photo. La mer a mangé la plage. La photo en couleur, Yannick, Ouais. s'il te plaît. On voit que sur la partie, quand on regarde la partie gauche, pratiquement, voilà, la partie gauche, Il y a plus la de partie plage. droite, il reste une plage, Ouais. la partie gauche, il n'y a plus de plage. Il reste une partie de plage sur Oui, la partie gauche. mais sur la faut partie chercher, gauche, Il n'y a plus rien. on voyait, quand on regarde la photo en noir et blanc, on voyait que déjà la taille de la plage, voilà, est toute petite Terrible. sur la gauche. Voilà. Donc, Et là, avec la montée des eaux, c'est clair. Bon, donc, je pense qu'au-delà de l'aspect réglementaire, ce qui est en jeu, et c'est pour ça que ça, c'est pas un combat d'avant-garde, donc je vais encore me faire taper sur la tête, c'est la nature fortement idéologique. Moi, je pense que l'idéologie doit servir au progrès. Et là, il faut appliquer la loi, c'est-à-dire qu'il faut faire en sorte qu'il y ait un sentier littoral, mais il faut surtout faire en sorte que l'ensemble des droits de chaque personne soient préservés. Or là, on n'est pas parti pour ça, apparemment. Ouais. Il y a des types qui doivent oublier leurs droits, et puis il y a des gens qui, a priori, n'en ont rien à foutre de passer, qui veulent prendre le droit. Donc, bon, il y a un moment, faut arrêter. Oui, voilà. Tout à l'heure, je disais qu'il y a quand même dans toute cette affaire, en essayant d'aller au-delà du fait, il y a une certaine capacité des personnes, de nos concitoyens, à protester et à réclamer ce qu'ils croient pouvoir réclamer par rapport à une injustice. Une injustice qu'ils croient être réelle ou pas. Hein. Dans le cas présent, il y a pas mal de choses qui ont été dites et qui n'étaient pas tout à fait justes. Il y a pas mal de choses qui ont échappé aux gens. Mais beaucoup de personnes ont réagi par rapport à ce qui leur a été dit. Oui, des personnes sont venues occuper l'espace. Il y en a même qui ont dit le maire a autorisé les personnes à occuper la terre martiniquaise, etc. Bon, quand on entend ça, C'est pour ça que je parlais on d'idéologie. réagit au quart de tour. Ah bah oui. Bon, on réagit au quart de tour. Ça veut Mais dire est-ce que c'est pas monter une partie du peuple? Mais bien sûr, mais c'est ce que j'allais dire. Monter les Martiniquais contre d'autres Martiniquais. Cela dit, quand on entend ça et qu'on réagit, si le fait est réel, la réaction est saine. Mais si le fait n'est pas réel, la réaction est malsaine. Et c'est le cas. La réaction n'était pas... mais cela dit, je ne reproche rien à ceux qui sont allés sur les lieux à s'exprimer parce qu'ils estimaient qu'il y avait une injustice. Ça veut dire que nous sommes très réactifs et nous sommes à fleur de peau par rapport à ce que nous pensons être une injustice. Un petit peu trop sanguin. Mais est-ce que justement, avant de faire ça, il y a quand même des responsables qui ont lancé cette opération-là, Absolument. qui, eux, doivent... Ils savaient, oui. Ils savaient pourquoi ils n'ont pas lancé des investigations avant de lâcher la meute, j'ai envie de dire. D'ailleurs, il a malheureusement. été dit que c'est le maire. Dans la réglementation, à aucun moment, la réglementation ne dit que c'est le maire qui doit. Ça n'existe pas. Il y a une consultation, il y a un avis du conseil municipal, mais c'est l'État. Et Dimarajo disait tout à l'heure que l'État, oui, c'est vrai ça, c'est vrai. L'État enlève tout pouvoir aux collectivités, notamment aux maires, et puis après, c'est le maire. On a l'impression que. C'est ça que moi j'ai demandé au préfet de vérifier l'application de la règle de loi avant la première manifestation d'ailleurs. Je lui ai demandé de vérifier l'application de la règle de loi à cet endroit. Bon, il m'a invité à en discuter avec lui le lendemain de la grosse manifestation. Très bien. S'il y a une règle, on l'applique. Mais au-delà de ça, il y a, quand on y réfléchit bien, on vit dans une société, malgré nos règles, malgré nos institutions, qui génèrent beaucoup de frustration.
Et cette frustration est là. Et parfois, elle s'exprime par rapport à d'autres métropolitains qui viennent, etc. Les béquets, etc. Mais notre société génère de la frustration, mais qu'on n'arrive pas parfois à gérer. Mais notre société, c'est aussi nous qui l'avons choisie. Hein. Je sais aussi que je déplaire en disant ça. Ce n'est pas le colonialisme qui nous l'a imposé. Hein. Nous l'avons choisi comme solution de décolonisation, la nôtre là. Donc, que nous puissions être mal à l'aise dedans, je veux bien, mais c'est nous qui l'avons choisi. Par conséquent, nous avons à gérer cette situation parce que nous avons des institutions que nous gérons nous-mêmes. Il y a l'État français, et Dimanche, je vous disais, qui démissionne, c'est vrai. Et puis, il y a nos réalités à gérer. Eh bien, est-ce que nous avons tout ce qu'il faut pour gérer notre réalité? Est-ce que nous avons tout ce qu'il faut pour surmonter les frustrations? Et bon, enfin, on peut en parler longuement. Hein. Dans mon secteur d'activité, je le vis au quotidien. Hein. Est-ce qu'on a tout ce qu'il faut pour surmonter tout ça? Peut-être pas. Mais le fait que les gens aient manifesté là, je ne leur reproche pas. La seule chose que je leur dis, c'est qu'il y a des personnes face à eux, là, les propriétaires, ils sont propriétaires. Il y a des personnes qui sont effrayées. Il y a des vieilles dames, là, 80 ans passés, qui s'enferment, qui sont cloîtrées aujourd'hui. Donc, OK, là, ce qui est fait, il fait. Mais là, chacun a compris qu'il y a des propriétaires, qu'il y a une règle de droit à appliquer, qu'il faut laisser les gens un peu tranquilles, quoi. Parce qu'il y a des gens qui sont effrayés, en tant que maire de la commune, qui me demandent de les protéger, qui demandent au préfet de les protéger. Ça, c'est une réalité. Il faut qu'on en tienne compte. Ce sont des personnes. Nous nous sommes présentés aux élections à Sainte-Luce en disant que nous allons travailler à la réunion des lycéens. Réunion en 2 mots. Réunir de nouveau. Parce que la politique aussi désunit un peu trop ce peuple. Je le dis comme je le pense. Il y a beaucoup d'actions politiciennes. Non, on essaie de réunir dans l'action que nous menons à Sainte-Luce. Et ces personnes qui habitent Mabouya, ce sont des lycéens aussi. Donc, nous devons, ils ont aussi le droit à la parole. Les manifestants ont le droit de manifester. Ils ont parfaitement eu le droit d'exprimer ce qu'ils ont exprimé. Par contre, il y a une manière de gérer, enfin, pas le fait que, pas de dire que les gens sont si ils avaient fait ce qu'ils avaient promis sur les réseaux sociaux, faire une manifestation, venir pique-niquer, on allait faire une grillade et puis on proteste. Pas tous, je serais peut-être venu moi-même leur expliquer la situation, hein, mais c'est pas ce qu'ils ont fait. Ils sont allés au-delà de ça. Et à partir de là, non, moi, je ne peux pas, en tant que maire, valider ça. Moi, en tant que maire, mon devoir, c'est de dire que chacun doit être respecté. Les gens qui aspirent à un rétablissement parce qu'on passait sur la plage, du passage littoral, du sentier littoral, et mais puis nous ceux les deux qui sont photos, Yannick. propriétaires. Oui. Voilà. Mais nous les 2 photos, et puis on reçoit Michel Branchy qui a pu s'extirper de la CTM. Bonsoir Michel, merci d'être avec nous. Merci. On laisse les photos pour que Michel voit de quoi on parle en fait. Oui, voilà. Non, mais j'ai pris la discussion en cours. J'imagine que vous parlez des événements de Sainte-Luce, puisque c'est le maire de Sainte-Luce qui est là. Donc je me suis extirpé effectivement de la plénière, qui a un débat, quelques débats un peu chauds, mais enfin bon. Ouais. et je prends la balle au bon. Monsieur le maire a dit que nous vivons une société où il y a des frustrations et que nous l'avons choisi. Alors je vais dire oui et non. Oui, parce que la Martinique est un pays en crise. Oh, oui, là. La Martinique est un pays en crise économique, sociale, morale. Je n'ai pas dit qu'on a choisi la crise. Hein. Bon. Non. Je n'ai pas dit ça. La crise nous est imposée. La crise nous est imposée par le fonctionnement d'abord du système dans lequel nous vivons. Quant à savoir si nous l'avons choisi, ça renvoie à la valeur de ce que c'est que le vote. Je ne crois pas, moi, que nous avons choisi, dans la mesure où je me réfère à 2010, nous avions la possibilité d'évoluer vers plus de capacités, justement, pour modifier les lois en question, qui certaines sont inadaptées.
Et le peuple a choisi de rester dans le 73. Non, le peuple n'a pas choisi. Ah bon? Non, le peuple n'a choisi. On a trafiqué des... c'est encore une Je m'excuse, soir. je dis, on a fait un chantage au peuple martiniquais. On a dit que si vous choisissez d'avoir une petite autonomie, vous allez perdre le RSA, vous allez perdre la retraite, vous allez perdre la sécurité sociale, vous allez perdre le SMIC, vous allez perdre la protection sociale. C'est un chantage. Par conséquent, non, mais Michel et Martiniquais sont quand même habitués à ça, ils savent que c'est pas vrai. En 81, non, c'est pas vrai. Quand Mitterrand est passé, non, avant Mitterrand, Michel, en 81, les gens leur ont dit si Mitterrand passe, la Martinique deviendrait indépendante. Oui, il y a même un type qui s'est tué. Bon, ah bon, tu vois, donc... je crois que c'était au Lorrain. Bon, on leur a dit que ce serait l'indépendance. Non, ce chantage joue sur une grande partie de la population. Parce que nous sommes un pays... Parce qu'il y a 35% de gens au-dessous du seuil de pauvreté. Nous avons 140 000, 130 000, 40 000 personnes à la CMU, qui n'émargent même pas à la sécurité sociale. Donc tout ce qui touche à la protection sociale dans ce pays-là est très sensible. Bon, par conséquent, je ne pense pas que la démocratie fonctionne. Quand le citoyen subit de telles pressions, c'est une fausse démocratie. Bien. J'assume mes propos. Très bien. Alors, sur ce sujet, est-ce qu'on a fait le tour? Parce qu'on a tellement de sujets à traiter. Il faut quand même que quelqu'un renvoie un peu la balle à Michel. Ok, d'accord, qu'il y a des pressions. Je me souviens, je l'ai là, une de France Antilles en 1974, qui disait, bon, les mecs... si vous... Enfin, non, je monte juste ici. si vous votez pour François Mitterrand, 74, France Antilles, on va à l'indépendance. Hein. Donc, oui, il y a des pressions. Mais il n'y a pas de pression sur les élus, les hommes politiques. Donc, un homme politique qui est indépendantiste, par exemple, et qui dit, bon, vous savez, finalement, on va réfléchir, il n'a pas subi de pression, a priori. Il devrait rester indépendantiste vertical. Vous êtes d'accord avec moi? Donc, on ne peut pas dire que le peuple ploie, fléchit sous la pression de la presse, des médias et de l'État, et puis faire la même analyse pour les hommes politiques. Donc ça veut dire quoi? Donc si un homme politique qui est favorable par exemple à l'autonomie ou favorable à l'indépendance dit lui-même dit bon écoutez les mecs, on va prendre un peu de recul par rapport à tout ça, on va mettre notre drapeau dans notre poche et puis on va... Donc le peuple regarde ces hommes politiques-là et dit bon ben si Missier qui super fort à dans l'indépendance lui-même qui a dit qu'il a Chili, eh ben nous gagnons Chili aussi. Donc faut pas oublier ça. Faut pas oublier le travail de persuasion du leader ou des leaders qui se réclament de la cause autonomiste ou de la cause indépendantiste sur le peuple lui-même. Voilà. Donc faut pas oublier ça. Je suis là aux zones de M. Bouachi, mais à un moment donné, je ne suis plus. Parce que si on dit aux gens, ils n'auront pas les minima sociaux, les RSA, etc. S'ils entendent ça, c'est parce qu'ils sont prêts à entendre ça. C'est parce qu'ils veulent un système où on protège ça. Oui. D'accord? Donc, ils ont fait un choix. Même si le choix vient du fait qu'on leur a dit on va passer au ça, mais personne n'a fait la démonstration que s'ils choisissent autre chose, il y aura toujours ça. Et s'ils votent toujours dans ce même sens, il faut entendre ça. Il faut faire avec. Le politique doit faire avec. Parce que ce peuple, à chaque fois, exprime ce fait. C'est qu'il est attaché à ça. Je me rappelle je ne suis pas en politique depuis très longtemps. Je m'étais même promis de ne jamais en faire. On ne tient pas ces promesses. Comment ne pas faire de politique? Je suis fidèle. Je suis le maire. Exactement, c'est ce que j'allais dire. Je suis fidèle à ma promesse, c'est dit. Parce qu'en fait, on fait de la politique tous les jours. Ah oui. D'accord. Et le fait les gens expriment quelque chose. Et on a l'impression que la sphère politique et les personnes, il y a un fossé. C'est-à-dire qu'ils disent quelque chose qu'on a du mal à entendre, mais il faut l'entendre. Les histoires de RSA, etc. Mais il faut entendre ça aussi. Maintenant, la situation n'est pas parfaite. Il faut qu'on évolue. Il faut qu'on évolue avec notre société et avec les gens qui font notre société, les Martiniquais. Ils ont une certaine aspiration. Il faut qu'on tienne compte de leurs aspirations et qu'on fasse,
que c'est aux responsables politiques aussi de partir de ce qu'ils disent pour essayer de leur proposer quelque chose qui ne les heurte pas. Parce que s'ils sont prêts à écouter toutes les sirènes qui disent que si vous n'avez vous n'aurez pas si, c'est parce qu'ils se sentent touchés dans leur vie quotidienne. Et ça, il faut qu'on soit prêt à l'entendre. Serge, je te voulais dire quelque chose. C'est bon, on peut passer à un autre sujet parce qu'il y en a pas mal. Alors, encore un autre sujet qui... Peut-être, désolé, mais tout ça, ça va prendre une tournure un peu spéciale quand, je vous le rappelle, la bande des 50 pages géométriques va être transférée à la CTM. Oui, tout à fait. Mais on sera face à nous-mêmes. Ah, là, parce qu'Enisa a fait dit, ok, monsieur le préfet, machin, là, CTM. Donc Là, les élus martiniquais. Non, mais c'est embêtant. Ah, c'est très embêtant. C'est embêtant. mais Ceux qui... ils ne vont pas leur Ah, parce qu'il y en a qui ne vont plus dire que c'est la faute à l'État. Ah ouais, ça c'est Non, embêtant. alors la question. Moi, la- je ne dis pas c'est la faute à l'État, je dis c'est la Non, mais il y en a qui responsabilité. disent tout le temps c'est la faute à l'État. La Dès qu'ils question savent pas a faire. déjà été évoquée en plénière. Et alors Et la CTM a dit oui, oui, pourquoi pas. Nous ne sommes pas contre le fait d'assumer des responsabilités, mais qu'un certain nombre de problèmes, c'est comme Sont réglés avant, sont c'est réglés ça avant. Que les transferts c'est comme les transferts de compétences. On est Bon, d'accord. on a transféré des lycées et des collèges dans un état délabré. On est d'accord. Bon, par conséquent, il ne reste faut pas transférer il des reste plus beaucoup de temps. Hein. Il reste 7 mois, 8 mois, même pas, Non, 6 mais- mois. Avant quoi? Ah ben, avant le transfert, c'est 2020. D'accord. Bien. Alors, un autre sujet qui a cette semaine fait le buzz après Sainte-Luce, c'est le drapeau. Enfin, je ne dois pas dire le drapeau, c'est le fanion. C'est ça? C'est ce qui avait été dit, ça devait être un fanion. Je crois. Non, En ça tout n'a cas, jamais été dit. ça n'a jamais été dit. Donc, n'a jamais non, été j'ai bien dit je crois, donc je m'en excuse si je me suis trompé. Mais en tout cas, le drapeau a été présenté à l'IMS et on a vu aussi des gens venir baisser les couleurs, pas comme quand on est à l'armée, on baisse les couleurs tout en étant au garde à vous. Mais là, on a vu des gens déchirer les drapeaux, on a vu mettre le feu dans les drapeaux. Et là encore, il y a une division des Martiniquais. Donc, qu'est-ce que vous en pensez, messieurs, autour de la table, cette les mêmes, histoire-là? Les mêmes, C'est les c'est-à-dire mêmes. Enfin, une partie de ceux qui étaient à Sainte-Luce qui étaient, d'accord. Oui, tout à étaient fait. aussi sous le drapeau. Hein. Donc, Oui, c'est le même courant politique. Le même courant politique. En tout cas, en grande partie, c'est le même courant politique. On a vu beaucoup de drapeaux rouge, vert, noir. Ouais. Lorsqu'on a baissé les couleurs, enfin, lorsqu'on a descendu le drapeau. Alors, qu'est-ce que vous en pensez? C'est vous les spécialistes, c'est pas moi. On va poser des questions, mais bon. moi, je crois que c'est aussi le signe récurrent dans l'histoire de la Martinique d'un courant un peu nihiliste, hein, il faut dire les choses telles qu'elles sont, qui... Nihil du latin rien. Je Oui. traduis. Merci, Serge. J'étais en train de me dire, bon, attends, je vais me poser la question ou pas? Non, comme Gourmandais, tu devrais savoir, parce que... Non, mais c'est pas pour moi, Mais c'est oui, pour au les moment, c'est téléspectateurs. out nihil, out honneur, out nihil, ou l'honneur ou rien. Voilà. ouais. Donc, Ah voilà. bon? Oui, c'est ça. Au C'est moment- la devise de la commune. C'est ça, Oui, là, la c'est devise de l'honneur Gourmandais. ou rien. Tu imagines, Out honneur, la out tête des nihil. mecs qui ont fondé cette commune-là. Ça devait être dur des durs. Non, ce que je disais, c'est qu'il y a toujours cette aspiration à, entre guillemets, la révolution. Au sens, au départ, au sens noble du terme, qui est exacerbé par une situation de blocage multiple. Nicaise disait, on est dans une société où il y a des frustrations. Alors moi, je pense que ça dépasse les frustrations. On est proche de la psychanalyse. Moi, je pense, et je répète très souvent qu'on est dans un hôpital psychiatrique à ciel ouvert, parce qu'on ne peut pas mettre des populations et les laisser se débrouiller pendant 4 siècles et les soumettre à des chocs répétés sans qu'il y ait des conséquences sur les comportements, les attitudes, le vivre ensemble. Il faut quand même rappeler que cette population a subi des chocs et une population autre qui aurait subi le même type de traumatisme aurait peut-être réagi encore plus violemment. Or, nous intégrons la violence dans nos comportements en lien avec notre histoire. Parce que bon, très rapidement, on peut faire 1848, c'est un choc, mais c'est un choc monstrueux. Parce que bon, vous lâchez des gens dans la nature,
ils savent ni lire ni écrire, ils n'ont aucune ressource financière, et vous leur dites, bon les mecs, allez-y. Voilà, ok. Et c'est 80 000 personnes, c'est pas 1000 personnes. Juste derrière, vous faites venir 80 000 personnes d'Afrique, d'Asie, d'Europe, pour contrebalancer, on va dire, le manque de main-d'œuvre. Alors c'est comme si en Martinique aujourd'hui, on a 380 000 habitants, et dans les 40 prochaines années, on nous met 380 000 habitants supplémentaires. Donc deuxième choc. 1902, toute l'élite de la Martinique disparaît, Montagne-Pelée, boum, 30 000 personnes en 30 secondes. 1914, vous envoyez la jeunesse de votre pays à la guerre, plusieurs milliers de morts. 39-45, idem. Tout de suite après, Bumidum, vous envoyez 185 000 jeunes au total entre 1960 et 1990, des jeunes de moins de 25 ans, vous les faites partir. Donc, imaginez une population qui subit ça en permanence. OK ? Au bout d'un moment, c'est pas des frustrations. Hein. Il y a en germe de tout ça une violence extraordinaire. Et puis, vous mettez en place on va dire des hommes politiques qui sont dépassés par l'importance des problématiques à résoudre. Vous mettez en dernier petit zeste dans la recette, vous mettez un État qui dit bon les mecs on a de choses à foutre, vous vous démerdez et puis on viendra voir de temps en temps si ça fonctionne. Donc faut pas s'étonner qu'il y ait ça. Et quand on relit l'histoire de la Martinique, à chaque génération il y a cette espèce de volonté de rupture qui est plus ou moins acceptée. Et je viens de finir un dossier sur le JAM. Le JAM, c'est ça. Les jeunes se révoltent, ils collent sur toutes les boîtes aux lettres, tous les murs, le manifeste de le JAM. Et les élus martiniquais disent à l'État, pendez-moi ces jeunes. Pendez-moi ces jeunes parce qu'ils vont foutre le feu dans le pays. Le seul parti qui dit, bon, attendez, non, ils ont raison, c'est le Parti communiste. OK ? Et tous les autres disent, oula, on va. Mais c'était ça. Serge ? Non, je laisse Tu parler. laisses parler. Non, J'aime parler en dernier. Je reviens. J'aime parler en dernier. Je reviens quand même à ta question, bien que je souscris à l'analyse globale qu'a faite Eddy. Eddy. Mais ceci dit, néanmoins, à travers tous ces chocs, c'est Glissant qui, dans son roman qui s'appelle Le 4e siècle, expliquait à travers, un peu comme un roman identique d'un noir américain, je me rappelle plus très bien. Il prend une famille qui part depuis l'Afrique et qui traverse les siècles. Et il montre qu'à travers, il y a eu une forme de résilience, de résistance, pour toutes les formes. Notamment, on en parlait la dernière fois, les mutuelles, les tontines, la solidarité, et puis les luttes de classe qui apparaissent à la fin du XIXe siècle. Avec l'installation des usines centrales, création de la classe ouvrière, donc création automatiquement par les capitalistes de la classe ouvrière, donc nécessairement les deux pôles qui s'opposent pour les salaires, pour les conditions de vie, etc. Bon, donc il y a à travers cela, et au fur et à mesure, la naissance, le combat pour l'identité. Le combat pour l'identité qui apparaît au début du XXe siècle. Je vais parler du mouvement, le manifeste des Noirs avec René Ménil, la négritude, etc. Bon, donc. Marrant, Césaire. Bon. Non, mais vous allez rechercher jusque-là le fait qu'on est Alors, j'en viens à la question. Parce que c'est pas la première fois qu'on brûle un drapeau. Hein. Bon. Attention, dans l'histoire de la Martinique, c'est pas la première fois. OK. Bon. Alors j'en viens à la question. Oui. J'abrège. Tu as raison de dire. Mais ce que je veux dire par là, c'est que le drapeau, la question du drapeau, c'est un des éléments de la recherche de l'identité, de s'identifier. Alors, il y en a qui disent, il y a un drapeau rouge, vert, noir qui est né dans les années 60, hein, qui est né notamment après le JAM, mais ce qu'ils ne disent pas, c'était un drapeau qui a été créé en prison, en France, par des intellectuels, et dont le peuple ne sait pas, contrairement à ce qu'ils disent.
ne s'est pas emparé. Il est apparu dans différentes circonstances. Bien. Et puis, il y a une démarche progressive. Moi, je parle en tant qu'ex-dirigeant sportif. Et moi, je pense que c'est un pas qu'on a fait. Parce que c'est un milieu plutôt conservateur, vous ne pas dire autre chose. Et quand j'ai voulu dire que dans ma ligue et puis au Crossmark, qu'il faudrait qu'on ait un symbole quand on va à l'extérieur, etc. Ah non, 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 bleu, blanc, rouge, la Marseillaise. Il se trouve qu'aux Assises du sport, en 2016, le mouvement sportif, et notamment sous l'impulsion de Germain Soumbo, a fait un pas, a dit non, mais finalement, et parce qu'une ligue, la ligue de taekwondo, avait créé un drapeau propre. Parce qu'ils sont affiliés directement à la Rouge, vert, noir. Hein? La Ligue de taekwondo a créé un drapeau rouge, vert, noir. Bon, elle a créé un drapeau. Et les dirigeants de la CDM ont dit, bon, le problème c'est que nous ne voulons pas qu'il y ait un drapeau de cette couleur pour telle ligue, un drapeau de telle couleur pour telle ligue, il faut se mettre d'accord. Et d'où l'idée de consulter. Donc, de mon point de vue, qu'il y ait déjà un consensus dans le milieu sportif et culturel pour avoir ensemble un symbole, ça veut dire que une partie de la population martiniquaise considère qu'elle doit avoir en propre quelque chose qui symbolise son identité. Alors, je reviens à ma question. Juste une seconde, s'il te plaît. Je reviens à ma question. Ce qu'on ne peut pas avoir par les urnes, on l'obtient par la force, alors. Non, pas par Mais la si, force. je parle de ceux qui ont brûlé le drapeau. C'est parce qu'ils oui, ne mais sont c'est pas d'accord Non, mais avec ce drapeau. Non, mais bon. ils ne sont pas d'accord avec le drapeau, ils l'ont brûlé. Ils ne sont pas d'accord avec le sentier de Sainte-Luce, ils écrasent toutes les barrières. Donc, on devient dans un pays anarchiste. Hein? Ils récupèrent du sucre dans les hypermarchés. Pardon. Juste avant de venir à l'émission, j'ai une discussion avec un camarade du parti sur la notion de démocratie athénienne. Je ne suis pas d'accord, j'avais dit dans une émission qu'il n'y avait pas de démocratie à Athènes, et il a voulu me dire aujourd'hui qu'au niveau de l'Ecclésia était garant de la démocratie, mais je suis toujours pas d'accord, mais bon, ça n'a toujours pas d'importance, il n'y a pas de démocratie. Et là, on me parle de démocratie, on me parle du peuple, on me parle d'une partie de la population. Excellent. Et qu'est-ce qu'il vient de dire? Il y a un consensus pour une partie de la population. 6722 voix ont voté pour un drapeau. Je n'ai pas dit pour le drapeau, pour un drapeau. Le drapeau qui a été élu, puisqu'on parle de démocratie, a eu 2840 voix. Et c'est 5781 personnes qui ont voté pour l'hymne. Alors bon, on va voir d'autres chiffres apparaître, mais dans la mesure où j'avais bien lu tout et que j'avais bien vu qu'on pouvait voter autant de fois qu'on pouvait, j'ai essayé, j'ai voté plusieurs fois. Je ne vais pas vous dire pour qui j'ai voté, mais j'ai voté plusieurs fois. Et puis, je connais plein de gens qui ont voté plusieurs fois. Donc je suis au moins 5 fois dans les 6722. C'est vous dire. On m'a dit aussi qu'il ne faut pas qu'il y ait dans les propositions faites par le jeune homme qui a fait Ipséité et les autres, il ne faut pas qu'il y ait des couleurs ou des choses qui existent déjà. Ça veut dire en français, en créole, en espagnol, en saoulé, parce que nous sommes dans la Caraïbe, ou peut-être pas qu'à mettre rouge, vert, noir, non. C'est ça que ça veut dire. Alors maintenant, à partir du moment où les dés sont pipés, ils restent pipés, et puis c'est tout. Bon, c'est pas grave. Maintenant, pourquoi les gens ont brûlé? Parce qu'ils sont extrêmement frustrés. Ils sont extrêmement frustrés. Et c'est de la frustration que naît la violence. La frustration n'est pas comme ça un beau matin, un beau calé, quelqu'un dit bon, aujourd'hui, il faut foutre un bordel. C'est pas vrai. S'il n'a pas une pression sur la tête, il ne fait rien du tout. De même qu'il y a eu des films très célèbres, notamment avec le fils Douglas qui s'est réveillé un matin, puis il a commencé à tuer des gens. Je ne sais plus le nom du film, Eddie Kedinu, un superbe film américain. Où il sort d'une voiture et puis sur l'autoroute. Bon, ça, comme ça qu'il a écrit, parce qu'il avait des frustrations depuis des jours. Je ne dis pas que c'est bien. On me parle de peuple et de cohésion. Guy Landino, quand il était à l'Assemblée nationale, avait proposé... L'ancien maire de la ville de Sainte-Marie. Mais en tant que député, il avait proposé à l'Assemblée nationale qu'on mette en place un drapeau pour la Martinique pour pouvoir aller dans les compétitions sportives. Dans son discours, il disait entre autres que ce serait une amélioration des choses en cette matière. On ne peut que contribuer au renforcement de la cohésion. Il parlait de la cohésion. Bon, évidemment, comme c'était au niveau de l'Assemblée nationale, il a dit, bon, sort là et puis il ne faut pas voter pour ça. Donc,
qu'on fasse un drapeau pour les sportifs et les culturels. Je comprends ça. J'ai été responsable de ligue sportive, j'ai été au handball, j'ai créé la ligue de gymnastique, j'ai fait un tas de choses. J'ai été entraîneur des sélections de Martinique de handball qui jouaient en rouge, vert, noir. Les joueurs qui ont joué à l'époque peuvent en témoigner qu'ils ont joué en rouge, vert, noir. On a joué pendant 2 ans. Le président de la ligue, c'était Victor Eustache. Nous avons joué en rouge, vert, noir. Malheureusement, pas tenu en pile appareil photo couleur à l'époque. Donc, c'est très bien. Mais quand ce drapeau dit culturel et sportif se retrouve hier dans une réunion de l'OSCS, on a été fait la fête et puis nous. C'est quoi l'OSCS? C'est un truc c'est de sport? l'Organisation de l'État de la Caraïbe Sud. Ça n'a rien à voir avec le sport. D'accord. Alors, il ne faut pas plaisanter. Ça n'a pas été fait pour ça. Ça n'a pas été là. Donc, vous devez avoir le drapeau bleu, blanc, rouge. Point final. Bien. Voilà, c'est tout ce que je dis. Donc maintenant, tu n'as pas eu de réponse à ta question. c'est peut-être pas bien que les gens brûlent, mais bon, je les comprends. Non, il a dit que c'est bien. J'ai dit que c'est bien que les gens brûlent. Tu as dit que comme on ne peut pas, Attends, s'exprimer, ils ont raison de faire ça. Non, j'ai dit que de la frustration naît la violence. C'est ça. Oui, tout à fait. C'est ça. J'ai jamais dit qu'ils ont raison. Non, moi, Alors, vous Monsieur le pensez maire. bien qu'ils sont frustrés alors. Monsieur le maire. Donc on a créé la frustration chez eux, donc c'était voulu. Ah ouais, merci. Oui, donc c'était prévu qu'ils brûlent le drapeau. Non, je pense pas qu'ils aient été jusqu'à penser ça quand même. Moi, je dis ça là, c'était dans les Monsieur le maire. je pense pour ma part que la contestation, l'aspiration à la révolution, etc., bon, ça fait partie de notre société. C'est-à-dire que ça permet à certains de nos concitoyens d'exprimer, je reprends le terme, mais une frustration. C'est vrai que peut-être que ça va déplaire ou je ne vais pas assez loin, n'est-ce pas? Mais il y a l'historique. On a retracé l'histoire de notre société. Il faut jamais cesser de le faire. Mais il y a un point de départ de celle dans laquelle on est. Je ne parle pas de celle qui existait du temps de l'esclavage ou avant 1946, plus précisément avant les années 60, puisque c'est à ce moment-là qu'on a appliqué les règles de la départementalisation. Il me semble que nos aînés ont choisi un système qui devait leur apporter à eux et à leurs enfants un bien-être, ou alors un meilleur être. Mais au fil du temps, on constate que ça échappe à la majorité et qu'il y a certains qui profitent bien plus, vous avez parlé du système que la majorité. La masse en profite, c'est vrai. Mais il y a certains qui savent se positionner au bon endroit des rouages du système pour en profiter plus que les autres. C'est le sentiment qui parfois se dégage de cette population. Et effectivement, ça crée des frustrations. Comment gérer ça? Il faudrait que ceux qui en profitent soient conscients de ça. Parfois, on a l'impression qu'ils ne sont pas totalement conscients de ça. Ils vivent leur petite vie tranquille. Et puis, mais il faut qu'ils soient conscients de ça. Et il faudrait aussi, ceux qui ont le sentiment de ne pas en profiter, cessent de penser que c'est en allant récupérer les affaires des autres qu'ils vont réussir. Non. C'est certainement en faisant encore, et puis en ayant certainement, pour soi-même, pour sa famille et pour la communauté dans laquelle on est, une envie d'aller au-delà. Alors, c'est sûr qu'il y a, du point de vue de l'organisation institutionnelle, je n'en sais rien. Il y a des choses à faire, 74 ou pas, peu importe. Les gens, ils ont dit non. Très bien, moi-même aussi, j'avais dit non. Il faudrait qu'on arrive à faire en sorte que nous, à la Martinique, je n'ai pas la solution, sincèrement, je n'ai pas la solution. Mais dans ma fonction de maire avec les collègues, on essaye quand même de faire en sorte que les gens se rassemblent. Et on a comme slogan, c'est Sainte-Luce, notre passion commune. Hein? Donc, il faudrait que la Martinique soit notre passion commune. Mais pour cela, il faudrait que les gagnants-gagnants du dispositif, ils aient une considération aussi pour les autres et qu'ils ne les maltraitent pas de RSA, d'assister, etc. Hein? Ça, c'est pas bon, ça. Ça, c'est pas bon non plus. Donc, il faut aussi qu'on se respecte l'un l'autre. Bien. Et qu'on recherche la petite voie qui va nous permettre d'être une société stable.
Alors, équitable. beaucoup de sujets, je vous le disais, hein, et chaque sujet mériterait carrément une émission entière. Le maire de Pointe-à-Pitre, l'État demande sa révocation. Enfin, le préfet, je crois. De l'histoire de la République, il semblerait que c'est pas le maire. C'est le maire de Pointe-à-Pitre. C'est pas le préfet. Enfin, c'est l'État. C'est le Conseil des ministres. Le Conseil des ministres. Donc, voilà. Le préfet a proposé. La procédure Non, mais le nom, c'est bien la révocation. Oui, et c'est une procédure de révocation. Et c'est seulement 3 fois que ça a été fait, Voilà. me semble-t-il. Voilà. Alors, et C'est pourquoi extrêmement rare. Donc, on t'écoute, Serge. C'est extrêmement rare. Oui, je précise que c'est pas le préfet. Le préfet peut dire ce qu'il veut. C'est l'article 2122-16 du Code général des collectivités territoriales. Mais qu'est-ce qui motive que le Conseil des ministres prenne une telle décision? On va te Eh dire. bien, on va te dire. Alors, il y a deux possibilités. Où il est révoqué, le maire en question, pour 1 mois. Par le Conseil des ministres? Non, par arrêté ministériel du ministère de l'Intérieur. Ou alors, il est révoqué, point final, Définitivement. par le Conseil des ministres. Donc, par un arrêté pris en Conseil des ministres. Il semblerait qu'on s'achemine vers la deuxième solution, c'est-à-dire la révocation prise en Conseil des ministres. Et bien sûr, M. Bangou, puisque le maire de Pointe-à-Pitre, c'est M. Bangou, dispose d'1 mois à compter de réception de la notification pour présenter ses arguments. Sinon, il deviendra simple conseiller municipal pendant 1 an. Voilà. Donc, c'est le premier adjoint qui deviendra maire, c'est ça? Les cas dont tu parles, il y a eu 3 cas dans les 20 dernières années, je crois, font état, j'ai écrit pour ne pas oublier, de détournement de fonds publics, de faux en écriture, de favoritisme, de corruption, d'usage de faux et d'escroquerie. Pour l'instant, il semble qu'aucun de ces chefs d'accusation n'ait été utilisé à l'encontre de Jacques Bangou. Enfin, au moment où ce que je sais. Donc, c'est un petit peu surprenant. Et puis, ce qui est encore plus surprenant, c'est l'unanimité politique autour de Jacques Bangou. Parce que... Dans quel sens? Madame Borel, l'incertain qui n'est pas du côté de Jacques Bangou, qui est présidente du Conseil général, regrette que le gouvernement ne tienne... Ils ne sont pas du même parti, Michel Blanchy. Ils sont du même côté. Ils ne sont pas du même parti. Non, ils sont du même côté. Des efforts de la municipalité de Pointe-à-Pitre qui fait des efforts pour résorber le déficit avec l'aide du département, du conseil régional et on parle de 72 millions, je crois. Monté noté sans côté. 78 millions. 78. Chalut aussi, Harry Chalut est du même côté que le maire de Pointe-à-Pitre. C'est-à-dire qu'ils ont fait bloc, les Guadeloupéens ont fait bloc autour de Bangou. Harry Chalut dit exactement la même chose et il dit qu'il est prêt à continuer. Des propos beaucoup plus nuancés. Il est prêt il est stupéfait, il utilise le terme stupéfait, et se dit prêt à continuer à aider Pointe-à-Pitre. Éric Jalton, qui est le président de la communauté de communes Cap Excellence, encourage le maire de Pointe-à-Pitre à poursuivre ses efforts et rappelle et tous les trois rappellent, ça va faire plaisir à Blanchy, la nécessité de la liberté d'administration des collectivités. Voilà. Je rappelle, et je vais finir avec ça, que mardi, il y a un groupe de travail qui a été mis en place lors du comité des finances locales qui vise à apporter des solutions au sous-financement en France, classique des collectivités d'outre-mer par rapport aux autres collectivités. Ce sont des choses dont Didier Laguerre nous a, puisqu'il fait partie de ce comité des finances locales, nous a parlé, et que des propositions très urgentes devront être faites et être incluses dans le projet de loi de finances de 2020. Donc là encore, c'est un maire qui travaille pour sa population et qui prend des coups parce qu'il n'a pas assez d'argent. Alors je me tourne vers toi et dis... Facile à dire ça. Attendez les gars. Non, mais il faudrait qu'il arrête. Non, mais ne vous énervez pas. C'est une émission en dialogue quand même. Non, précisément. On a dit dialogue, parce que sinon on va croire qu'on est sur une autre télé. Alors, mais Eddie Marajo dit tout le temps qu'on n'est pas là pour répondre à l'autre. En plus, nous avons... J'essaie techniquement d'expliquer quelque chose, donc c'est pas la peine voilà, de faire nous avons un invité sur le plateau. Alors, moi, ce que j'aurais aimé comprendre, d'après ce que j'ai compris dans cette histoire, donc c'est le premier adjoint, en l'occurrence une dame qui deviendra maire. Mais... Sous réserve d'organiser des élections. Bien sûr. Oui, je suis d'accord. Elle peut ne pas, elle peut. Je suis d'accord, mais là où je voulais en venir, en 2020, si le peuple revote pour Bangou,
le problème est réglé. Ça dépend. Il reprend sa place Ça de dépend maire. s'il est inéligible ou pas. Ça dépend. Mais là, pour faire en sorte qu'il soit inéligible, il faudrait un procès. Non, il faut un procès. Voilà. Donc, la révocation n'est pas attentatoire à la liberté de se Puisqu'il reste présenter. conseiller municipal. Il est conseiller municipal. Donc, il faudrait qu'il y ait que, par exemple, la chambre régionale saisisse le parquet Le parquet. et que le parquet fasse une enquête, etc. Bon, à mon avis, c'est un peu tard, quoi, parce que bon, ça prend du temps tout ça. Hein, et Mars on est 2020, déjà, oui. on est déjà en mars 2020. Non, je pense qu'il y a une volonté de l'État de reprendre les choses en main, notamment en Guadeloupe, parce que les types se rendent compte que on est arrivé à un niveau de... Alors, je vais essayer de ne pas dire trop de conneries pour éviter le buzz. Il y a un niveau de pourrissement des relations entre le public, les gens dont Nicaise parlait, et la classe politique. Et, bon, vous avez vu les affaires, hein. Il y en a chaque semaine. Bon, la municipalité de Pointe-à-Pitre, c'était l'année dernière, détournement de fonds publics, 600 000 euros, Baster, Balkany. Gobert, enfin bon, bref. Et la Guadeloupe nous a habitués à un niveau de corruption qui est quand même assez exceptionnel. Bon. Tu dois parler en Guadeloupe, c'est aussi, non? J'ai rien cité. J'ai dit la Guadeloupe nous a habitués et les journalistes guadeloupéens font un travail extrêmement important et aident à révéler un certain nombre de choses. Donc là, il y a un moment où il ne faut pas faire de l'eau dépasser farine. Ok? Lucette Michaud-Chevry est encore innocente, hein, c'est bien ça? Mais elle est mise en examen et puis il y a un procès qui devrait... Bon. Mais on est dans un mécanisme tellement scandaleux, globalement, et je ne parle même pas de l'eau, parce que sur l'eau en Guadeloupe, vous imaginez tout ce qu'il y a derrière, que l'État dit, bon stop, ça suffit. Ok, on ne peut pas demander à un maire de faire, on dirait, des efforts, hein, et que ces efforts, ces demandes d'efforts ne soient même pas suivies de réponses. Il y a un moment, il faut dire, je sais pas, il faut dire bon, on s'assoit, on vous répond, etc. Et ce qui arrive à M. Bangou risque d'arriver à d'autres maires, y compris en Martinique. Parce que on arrive à un niveau où il faut, et c'est un peu le discours que j'avais, il y a un moment où il faut arrêter. Arrêter, c'est quoi? C'est simplement un homme politique se met debout et dit stop. On ne peut pas systématiquement dire écoutez, l'État, c'est vraiment des enfoirés. Non. Ce discours-là ne passe plus. Il passe plus. Je veux dire, vous avez vu le taux d'augmentation des dépenses dans la ville de Pointe-à-Pitre? 16 000 habitants. C'est pas possible. On peut pas décider comme ça en faisant fi des recommandations de la Chambre régionale des comptes, des recommandations du préfet, des recommandations de l'opposition. On dit, mais les mecs, arrêtez, non. Nous, les avaient Choumel qui prend plomb. Oh. Tiens. Michel, laisse-moi aller au bout. Oh. Et c'est très important. C'est-à-dire qu'on change de monde, là. On change de monde. C'est-à-dire qu'effectivement, nous avons vécu en Martinique, en Guadeloupe et en Guyane. Alors, je ne parle même pas de la Guyane, parce que la Guyane, ça va exploser bientôt. Nous avons vécu, comme je le disais tout à l'heure, plusieurs siècles de dilettantisme de l'État. OK? Mais la population, les corps intermédiaires et puis la réalité économique rappelle un arbitre, quelqu'un qui va dire, bon, est-ce qu'il y a quelqu'un dans la salle qui veut bien appliquer la loi? Et ce que Nicaise subit, c'est ça. Il y a quelqu'un qui a levé le doigt en disant, bon, les mecs, il n'y a pas un sentier littoral, théoriquement, là? Et le maire de Sainte-Luce, il le dit, il faut appliquer la loi. Mais comme ce n'est pas lui
c'est pas lui qui applique la loi. Donc, comme l'État français s'en foutait complètement pendant des 50 pages géométriques, vous avez vu comment les 50 pages géométriques sont gérées? C'est un bordel absolu. Ouais. OK? Donc, il y a quelqu'un qui lève le doigt et qui dit, au fait, les 50 pages géométriques appartiennent à qui? Et l'État il les a fait. Ah oui, non, c'est moi. Oui, ah ouais, mais bon, c'est l'ONF, la DEAL. Il y a certains maires qui ont des trucs, et puis bon. Et puis, ce dossier nous fait tellement chier, les mecs, qu'on va vous le donner. Yokaba Michel, il a dit Michel, tiens, voilà, prends ça, parce que c'est une merde globale. Parce que je rappelle un truc. Pas comme ça. Attends, non, mais d'accord, vous n'allez pas accepter ça, mais vous l'aurez. Vous l'aurez. De toute façon, Yokaba Zotli, il y a 55 000 habitants sur les 50 pages géométriques. 55 000 habitants et les 50 pages géométriques. Vous savez combien c'est? C'est 1000 hectares. La Martinique, c'est 110 000 hectares. Les 50 pages géométriques, c'est 1000 hectares. Donc, tu as, j'ai pas fait le calcul, tu dois avoir 20%, c'est ça? Ouais, à peu près. 18% de la population qui est sur 1% du territoire. Alors là, les mecs, bon courage. Donc, en fait, c'est ça. Des gars sifflés, on dit. La récréation est terminée parce que là, si on continue comme ça, ce ne sera pas possible. Alors, est-ce qu'être maire, ça devient de plus en plus compliqué de respecter les directives, de respecter la loi, de se retrouver dans ce genre de truc-là, une révocation, enfin bon... Finalement, tous les jours, vous risquez d'aller pas très loin de chez vous. C'est 78 millions, plus 3 millions pour la caisse des écoles. Ouais. Alors, vous risquez d'aller quelque part qui n'est pas très loin de chez vous, d'aller à Ducos. Non, c'est loin de chez moi quand même. Mais c'est sur la route. J'espère que... Non, c'est vrai On que... ne vous le souhaite pas. Être maire, c'était sans doute... Ça a sans doute été toujours compliqué. Mais vous savez, il y a un terme qui est passé dans le vocable public, le maire, le premier magistrat. Ça n'existe pas. Le maire n'est pas le premier magistrat. Le maire, il conduit les affaires de la commune dans un cadre réglementaire. Au même magistrat, il y a des gens qui ont retenu que le maire, il fait ce qu'il veut sur son territoire. Non, pas du tout. Il travaille et il y a de plus en plus de réglementation. Effectivement. Et ça devient de plus en plus difficile parce qu'il faut, à chaque signature, j'ai un avocat qui m'a dit, écoute, est-ce que tu te rends compte que chaque fois que tu signes, tu peux aller en prison? Je dis non, mais si je pense à ça, je ne vous suivrai pas. Donc je préfère ne pas y penser. Mais c'est vrai que ça devient de plus en plus difficile. Surtout, et c'est un petit jeu de l'État, on délègue avec des problèmes. Des problèmes qu'on n'a pas à gérer, mais on délègue. On parle de décentralisation qui n'en est pas vraiment d'ailleurs. Mais en fait, il n'y a pas que l'État qui soit responsable. Nous aussi, nous sommes responsables. Nous sommes responsables aussi de la situation. Parce que, je vais prendre un cas, vous allez me dire que j'en parle beaucoup. Quand on crée des intercommunalités, pourquoi est-ce qu'on les crée en dépensant plus? Pourquoi on ne les crée pas en mutualisant véritablement? Pourquoi est-ce qu'on les crée pour mettre en place des instruments politiques supplémentaires? Pourquoi est-ce qu'on les crée pour avoir des espèces de comment dire, des millefeuilles supplémentaires ou bien des boudins qui continuent à grossir jusqu'à péter? Ça pète. Mais on parlait de contestation. Nous, à Sainte-Luce, on a incité à la création du Comité citoyen Sud qui a protesté contre une augmentation injustifiée et injuste des impôts locaux par l'intercommunalité. Mais c'était pour faire votre palais, pour l'espace sud, non? Notre palais. Enfin, oui, c'est pas le mien. Parce que nous, on a toujours dit, voilà, merci de l'exemple. Pourquoi faire un siège à 20 millions d'euros? Pourquoi? Pour héberger qui? Quelle activité? Quelle valeur ajoutée? Parce que c'est ça, on crée un service, mais qu'est-ce que ça apporte en plus à la population? Qu'est-ce que ça apporte en plus à la population? Moi, à Saint-Luce, en ce moment, avec mes collègues, on a lancé Obidjoul. Vous savez ce que c'est Obidjoul? On nettoie nos quartiers. Chaque mois, on est dans un quartier différent. Et pendant une semaine, on propose à la population, on met des bennes à leur disposition, à disposition des gens, et ils amènent tout ce qui n'arrive pas. On nettoie nos quartiers. On prend en charge nos affaires parce que, bon, avec certaines entreprises de Saint-Luce qui nous aident.
Bon, ça c'est concret. Je pense qu'à la fin Mais- de l'émission, ce ne sera pas la peine de vous demander si vous vous représentez. Est-ce que je me représente? Oui. Je ne fais que commencer. Non, mais parce que c'est vrai qu'il y a une manière de. Bon, je sais pas, c'est les Luciens qui décident. Hein. C'est Ouais. pas, nous, si on nous dit merci, on va pas pleurer toutes les larmes de notre corps. Hein. Mais par contre, on aura eu la satisfaction d'avoir fait ce qu'on avait promis de votre faire. mandat, ouais. Mais maintenant, si ça sera aux gens de juger. Je reviens sur la question de la gestion des collectivités. C'est vrai que c'est très difficile. Bon, je n'ai pas de difficulté à Sainte-Luce. On vient de voter notre compte administratif avec un excédent de plus d'1 million. Oh là. Oui. Chaque année, on dégage un excédent. C'est 800 000, 600 000, 900 000, 1 million. Mais l'excédent, ce n'est pas de l'argent qu'on prend de la poche des gens pour laisser de côté. Ça nous permet d'investir. Et c'est parce qu'il faut dégager un excédent de fonctionnement pour investir. Mais l'excédent de fonctionnement, c'est parce que nous avons augmenté les impôts. Parce que les impôts à Sainte-Luce sont parmi les plus bas de la Martinique. Mais nous avons fait beaucoup d'économies de fonctionnement. Et quand on vient nous dire oui, mais pour créer 1 millefeuille supplémentaire, on est responsable aussi. Il n'y a pas que l'État, il faut le dire. Je le dis avec mes amis. Bravo. Monsieur le maire, c'est un vrai scoop, ça. Non, mais on l'a toujours dit. Non. Les maires qui disent ça, on les compte sur les doigts d'une seule main. Je ne sais pas, mais nous, on l'a toujours dit. On nous a dit, on nous a bassiné avec ça pendant des années. Au DTM, c'est tout, il faut faire un seul. Nous faisons un seul, et puis nous voulions créer 3 à côté. Chaque intercommunalité a créé son office du tourisme. Mais attendez, comment expliquer aux gens ce qu'on est en train de faire, puisque on fait des choses qui n'ont, excusez-moi, pas de sens. Je suis désolé. Mais la vous loi savez, nous dit que, monsieur le mais maire, la loi ne dit pas de faire des bêtises. Mais vous savez pourquoi ils font ça? Parce que ce que les gens ont besoin de savoir, c'est pourquoi. Vous dites, on fait des bêtises. Mais expliquez-nous pourquoi les gens font des bêtises. Parce que vous savez très bien... J'appelle ça bêtise, mais ceux qui le font, oui, pour eux, c'est juste. Hein, non, mais ils le font, ils ont une raison de le faire. Parce qu'ils créent des trucs pour donner du travail à X, à Y, à Z, pour avoir un peu plus d'importance, pour faire en sorte qu'il y ait plus d'argent. C'est ça aussi. Pour assurer nos élections aussi. Mais c'est ça. Mais c'est ça la réalité. On ne gère pas une institution en l'utilisant pour assurer sa réélection. D'accord? On gère une institution pour assurer les missions qui sont les siennes, dans un cadre réglementaire qui est français, d'accord? Mais on assure les missions et on essaye de faire en sorte que l'institution puisse apporter à la population. C'est ça. Et effectivement, il dit a raison, et la parole a été dite pour faire de la politique peut-être, mais nous, rien ne nous obligeait à faire ça. Rien du tout. Surtout pas la loi. La loi ne dit pas qu'il fallait créer une institution regroupant, etc. Alors, on fait du marchandage, etc. Nous, à Sainte-Luce, on faisait de l'animation. Boum, c'est terminé. Parce que, allez, c'est basculé de l'autre côté. Et puis, on voit qu'il y a une commune qui fait plein d'animations avec les financements de l'intercommunalité. C'est ça la réalité. Et, non, mais il faudrait qu'on assume notre responsabilité à un moment donné. C'est facile, l'État, le colonialisme, l'État, le ceci, le... Non. Nous sommes aussi responsables. Faites attention, vous allez avoir un buzz, vous allez avoir un coup de buzz. Non, mais c'est pas grave, mais je l'ai toujours dit. Ceux qui m'entendent là, c'est les téléspectateurs qui m'entendent pour la première fois, mais les Luciens savent très bien que. Et nous sommes citoyens, nous disons aux gens, et c'est pour ça que nous faisons, vous savez, au Bidjoul, l'opération de nettoyage des quartiers, nous disons aux gens, vous amenez vos déchets dans les bennes. Alors évidemment, il y a toujours des gens qui attendent que le personnel communication. Mais il faut faire de la pédagogie. Mais comment faire de la pédagogie si nous-mêmes, élus politiques, je me mets dedans, nous n'adoptons pas une orientation claire? Il faut que les gens, il faut que ce que nous faisons soit lisible. C'est pas je te donne, tu me donnes. C'est tu as une institution en charge, tu la gères, nous gérons la nôtre. 1 million d'excédents, c'est pas pour venir ici faire le fanfaron, c'est parce que nous cessons de gérer bien la commune dans l'intérêt de lycéens et surtout assurer l'investissement pour permettre à la communauté de progresser. Combien d'habitants à Sainte-Luce? À peu près 10 000. 10 000. 10 000 environ. Donc, on a un budget, on essaye de le gérer. Vous savez, on est en train de finaliser une médiathèque. La fameuse médiathèque. Prenons un exemple, la fameuse médiathèque. Ce n'est pas notre projet.
c'est un projet qui est antérieur à nous. En ce moment, j'ai tellement de personnes me demandant de travailler. Si je voulais assurer ma réélection, je vais mettre 50 personnes de la médiathèque Terminé. et puis je réélis. Je dis aux gens, non, nous allons gérer la médiathèque. Il faut un équilibre financier. Il faut prévoir. Il ne faut pas pressurer les gens. On va créer un déficit. Et puis on va augmenter les impôts. Et puis après, quand l'État va serrer la vis, on va dire, ouais, l'État pas bon, il serre la vis là. Mais non, attendez, prenons les Très bien. responsabilités. Bon, 10 000, 11 000, Serge, c'est à peu près qui Oui, fait pas pour les on a mêmes pensé à résultats. on a pensé à la Je vais pas être long. Oui, parce qu'on a d'autres sujets, le Non, avance. je veux pas être long. Maman jaunerie, pas Ça- comme ça. Non, puisque Eddie a dit à peu près ce que je pense dire, c'est qu'il y a un moment donné, l'eau dépasse les farines. Et qu'on ne peut pas recruter du monde pour se faire élire, faire exploser les budgets de fonctionnement, ce que disait monsieur le maire, ok, monter les impôts au taquet, ok, recevoir des avertissements de la Chambre régionale des comptes, ne pas en tenir compte, dire non, c'est pas bon, recevoir des avertissements du préfet, bon, et par conséquent, et à un moment donné, il faut arrêter. Bien. On en a discuté il y a quelques mois, et il y a une deuxième chose que je voulais dire. Néanmoins, c'est vrai qu'il y a une spécificité des collectivités d'outre-mer. C'est vrai. Les deux discours ne sont pas antinomiques. Et c'est vrai que l'État français doit tenir compte des particularités. Vous ne pouvez pas avoir des communes riches sur des territoires où le niveau de revenu est faible, puisque les impôts qui sont récoltés ne suffiront pas aux besoins sociaux qui sont considérables. Ça, c'est une première chose. Donc, il faut adapter. Bon. Et puis, vous ne pouvez pas, depuis Sarkozy, Hollande, parce que les gens qui protestent là, c'était les amis de Hollande en Guadeloupe. Hein? Bon. OK? Sarkozy. Les gens qui protestent, de tu parles de qui? Ceux qui se solidarisent avec le meilleur sanctionné. Bon. OK? Vous ne pouvez pas subir des politiques restrictives qui sont imposées d'ailleurs par l'Europe. Michel, allons vite parce que j'ai beaucoup de sujets là et l'eau passe. Et les baisses de dotation, je ne sais pas combien, mais toutes les communes de Martinique ont subi des baisses de dotation. Donc, 400 000 en moins pour Saint-Luc. bon, 400 000. bon, Ça fait 6 beaucoup. millions de moins pour Fort-de-France. La CTM, 30 millions. Bon, et à un moment donné aussi, il faut tenir compte de tout cela. Donc, c'est pour ça que on ne doit pas s'abriter à la fois en disant c'est l'État français qui m'a fait le faire, mais en même temps continuer à dilapider les fonds publics. Bien. Alors, moi, il y a une chose. On passe à un autre sujet parce que bon, il est déjà tard. Il y a quelque chose que j'ai vu cette semaine quand même. Et je me suis dit, ça fera plaisir à Michel. Je commence par quelque chose qui lui fera peut-être moins plaisir. C'est Ségolène Royal qui rejoint Macron. Mais là où je me suis dit, non, il y a un souci, c'est quand j'ai vu que Robert Hue rejoint Macron. C'est un communiste. c'est pas un scoop, ça. C'est le patron des communistes, Non, non, il y a pas. Il avait déjà rejoint François Hollande. Oui. Oui, Bon. il avait déjà rejoint François Hollande. Non. Moi, je me suis dit, tiens, j'ai pensé à toi. Je me suis dit, Alors, je vais Robert vous raconter un truc qui m'est arrivé tu vois là. pas le problème? Pas du tout. Ah Si bon. je me mets à dire qui a rejoint qui en Martinique, on en a un petit moment, donc on va arrêter. Ouais, surtout. Oui, Oui. En fait, tu es bien placé pour Ouais, le savoir. d'accord. Bon, alors, disons que je n'ai rien dit. alors. Je vais vous raconter un truc qui m'est arrivé cet après-midi. Je rencontre un jeune qui se lance dans la politique, qui est actif et qui me dit Monsieur Marajo, vous m'excuserez, mais j'ai regardé j'ai enregistré la conférence de presse de Macron. Je préfère vous dire, je n'aime pas Macron. Et je l'ai regardé 4 fois. Foute monsieur fort. Alors, je lui ai dit, mais ça veut dire quoi? Il me dit, mais je comprends pourquoi il arrive à couillonner tout le monde. Mais il n'y a pas quelqu'un d'aussi intelligent dans le coin. Alors ça m'a fait sourire un petit peu. Puis je l'ai un peu brocardé, mais c'est quelqu'un de bien. Et je me dis, la stratégie de Macron me rappelle
celle de François Mitterrand. Je ne sais pas si vous vous rappelez de ça. Et le type, il dit qui est-ce qui peut me faire de l'ombre? Il regarde, personne, en dehors de ceux qui me détestent. Qui me déteste? Personne. Qui m'admire? Tout le monde. Donc il faut bien que je trouve quelqu'un. Et il prend Jean-Marie Le Pen. Et il le crée. Macron arrive et il y a déjà la petite là, Marine. Il dit bon, j'élimine tout le monde sauf elle. Et la stratégie pour les européennes n'est que l'avant-goût de ce que ça va être pour les autres points. Et ces livres de chevet sont essentiellement les livres de chevet de Macron sont les bouquins de François Mitterrand. Donc désolé pour ceux qui sont jeunes, mais tous ceux qui sont ici ont vécu ça de manière directe. On n'est que dans la répétition d'une stratégie de la terre brûlée, sauf l'extrême. Et comme ça, tu gagnes à tous les coups. Serge, et c'est même la répétition de l'élection présidentielle. Oui, tout à fait. Très, très nettement, c'est moi ou l'extrême droite. Le retour du deuxième tour. Et ce qui est assez extraordinaire, moi je ne sais pas, vous allez me dire si je me trompe, je n'avais jamais vu ça sur une élection européenne, où sur les affiches de La République En Marche, il n'y a pas le candidat, il y a Macron. Et Loiseau s'est envolé. Enfin, Madame Loiseau n'est plus, qui est la tête de liste, n'est plus. J'ai dit, bon, monsieur, non, mais est-ce que est vraiment fort. Est-ce que quelque part, c'est pas parce qu'il prend ses responsabilités? Non, c'est parce que. Parce que s'il n'est pas sur l'affiche, après on va dire, ouais, bon. Non, mais c'est parce qu'ils sont tombés. Madame Loiseau est tombée. Oh, mon dit, c'est trop facile. J'allais dire du nid, mais bon. Non, mais. C'est trop facile. Elle est à 20%. Et le Front National, dans un sondage, est à 24 quand elle est à 20. Moi, quand tu dis ça, donc c'est... Macron, il a... Quand tu dis ça, je ne veux pas t'embêter. Non, il ne faut pas. Je ne veux pas t'embêter, tu sais bien. Ni Macron, ni Le Pen. Mais quand tu dis ça, à l'époque où il y avait les cantons à Fort-de-France, pas tenir un seul candidat, s'il va tenir photo saisir en affiche là aussi. Oui, nous sommes d'accord. Donc, c'est une stratégie. Mais note bien qu'il y avait la photo de Césaire en filigrane et il y avait le candidat. Là, il y a la photo de Macron sans personne. Seul. Alors, il n'est pas candidat aux élections européennes. Non, oui. Parce que sur justice, il y a quand même Michel Bochet. Merci. Non, d'après ce que j'ai compris quand même, Serge, d'après ce que j'ai compris, il a fait imprimer des affiches pour l'affichage sauvage. Mais pour l'affichage officiel, elle sera dessus. Il semblerait que Mme Loiseau sera dessus. L'affichage sauvage, le président. Mais oui, parce qu'il y a l'affichage sur les panneaux officiels. Oui. Monsieur le maire a dû installer les siens. 34 candidats. Tu as combien de panneaux? C'est 10 bureaux, ça a fait beaucoup de travail pour le service technique. Parce qu'il a fallu ajouter 340 des finances communales aussi. Bon, mais pour revenir à la question que tu posais, c'est un reflet de ce que nous appelons la crise de la politique. Et en même temps, ce n'est pas surprenant qu'au moment où les clivages deviennent de plus en plus nets avec la crise du capitalisme, qu'en réalité, le capitalisme ravage tout. Bon. Et c'est presque ce qui se passe dans les années 30. Les couches populaires ont tendance à rallier les partis d'extrême droite, parce qu'ils proposent des solutions simplistes. On a parlé au début de l'émission, je pense, d'un courant qui ressemble à ça, des solutions simplistes. Oui. Bon, par conséquent, la possibilité de faire véritablement dans la politique, de discuter des solutions économiques, idéologiques, etc., d'avancer des arguments, les médias ignorent ça. Donc, et par conséquent, comme il y a des hommes politiques qui veulent absolument être élus, ils vont à la soupe. Ils vont là où la mangeoire est la plus grande. J'ai dit Ségolène Royal, j'ai parlé de Roubaix, il y a aussi Raffarin. On est arrivé au moment où il faut tout mettre à zéro, supprimer tous les partis politiques et puis redéfinir chaque parti politique pour voir qui va où. Comme ça, bien. Un petit peu plus Alors, on a terminé. J'ai été très dans la nuit, j'étais en communication avec un copain, c'est plus mon copain, bon, avec un gars qui était député
député, mais il n'est plus député, il était du Parti Socialiste, il était député de l'Aude. Il avait été maire de Carcassonne et tout. On s'est clashés tous les deux. C'est-à-dire, il m'a supprimé comme ami sur Facebook au même moment où je le supprimais. En pleine nuit, là, hier soir. En pleine nuit, hier soir. Pourquoi? Parce qu'il est outré que Glucksmann ait dit ouais, mais que Mitterrand a une responsabilité dans le génocide du Rwanda. Or que Glucksmann dit ça depuis en janvier ou il y a longtemps. Il a fait une étude, il avait même fait un film, Glucksmann, sur ça. Il a fait un film en 2004. En 2004, et puis il a dû dire ça en janvier. Je lui ai dit, mais attends, il y a un truc qui s'appelle l'histoire. On y pense. Il y a un truc qui s'appelle l'histoire. Et l'histoire, on ne sait pas exactement ce que Mitterrand a fait parce qu'il supportait le gouvernement des Hutus. Et le gouvernement des Hutus a fait un génocide sur les Tutsis. Et on ne sait pas combien de millions de personnes. On ne sait pas. Personne ne passe. 800 000. Il y a dit 800 000, il y aura dit 1 million, il y aura dit un peu plus d'1 million. Eh bien, le gars m'a traité de tous les noms. Tous les noms. Moi, pauvre retraité qui attendait le retour des socialistes au pouvoir pour que je puisse avoir un poste, alors qu'il était socialiste. Non. Voilà où on en est. Il était socialiste. Alors, on est arrivé à la fin de l'émission, désolé. Moi, je voulais qu'on parle aussi du convoi de la réparation de García Malsa. Ou des pompiers. Aussi, il y a les pompiers, le chômage qui a reculé. Bof. Ah bon, ah non, là, on ne comprend pas pourquoi bof. Dans le C'est chômage, quand même- on reconnaît où? En France. Ben, en France, mais c'est quand même une bonne nouvelle, non? Non, mais Mais non. Ah, non, alors, moi je sais pas, vous faites ce que vous voulez. Mais dire que le chômage a reculé ou que De ça un n'a point, pas de je crois, sens. 1,5 Parce que moi, quand je ouais. calcule, il reste environ 6 millions de personnes qui ne travaillent pas. Même si le chômage a reculé. Et puis, quand tu analyses les chiffres, telle catégorie a reculé, mais si tu prends la catégorie B, c'est-à-dire les gens qui ont une activité réduite, courte, ou tu prends la catégorie D, Non, mais il est c'est plus ça, important. qui ont une activité, mais ça a augmenté. C'est quand même plus important d'annoncer que le chômage a reculé, c'est ce que Mais j'ai c'est 10 000 entendu dans la presse. Mano. Non, mais Ni non, 6 millions de monde qui dans la Non, mer. mais 6 millions de monde dans la imaginons mer. qu'il avait augmenté de 10 000 moun en plus. Ah ben là, C'est quand même mieux que... Mais oui, c'est ça. Il y a un truc 10 qu'il faut- millions, 6 millions de monde qui ne peuvent pas boire, qui ne peuvent pas manger, qui ne peuvent pas fouiller dans la poubelle. Non, n'exagère pas. Si. N'exagère pas. Peut-être pas les 6 millions, mais N'exagère 3 pas. Il y a millions. un élément, c'est que c'est la première fois que le chômage retombe à ce niveau depuis 2009. Excusez-moi, j'insiste. C'est sans Mayotte. Alors j'aimerais savoir pourquoi il n'y a pas Mayotte là-dedans. Voilà. 0,1%. Laisse-le finir, non, ça, précise. sinon on sera Non. demain, laisse-le parler, 0,1 parce sans qu'il faut Mayotte, qu'on mais s'en c'est y de aille. l'arnaque. Non. Pourquoi on ne met pas le chiffre de Mayotte? Non, il y a... Parce que ça n'augmente pas Non, s'il y mais a Mayotte. en fait, l'idée, c'est de savoir ce que ça veut dire. Oui, c'est vrai. C'est ça qui est intéressant. C'est qu'est-ce que ça veut dire. Alors, au-delà de l'utilisation, je dirais, pragmatique d'un gouvernement qui veut gagner des points dans l'opinion, c'est pas ça qui nous intéresse. Ce qui nous intéresse, c'est que globalement, on n'est plus dans une situation d'aggravation de la situation économique en Europe, globalement, en France, mais en Europe de manière générale, et on est plutôt dans une situation où ça renaît. Difficilement, de manière un peu complexe, mais ça renaît. Pour nous, aux Antilles, c'est plutôt une bonne nouvelle. C'est comme ça qu'il faut l'interpréter. C'est plutôt une bonne nouvelle parce que on est face à un gouvernement qui dit la chose suivante: il n'y a plus d'argent. Or, voilà, pour Monsieur Tout-le-Monde, c'est un peu compliqué d'aller voir les annonces régulières du ministère des Finances sur les recettes fiscales plus importantes, mais chaque mois, le gouvernement français refait ses calculs à la fois parce qu'ils ont mis en place les retenues à la source qui ramènent plus de fric immédiatement, c'est de la trésorerie, hein. Ils n'attendent pas un an, et en même temps parce qu'ils ont fait des efforts de baisse des charges comme Nicaise, on est sur des caisses de l'État qui se remplissent plus vite que ce qui était prévu. Et pour nous, aux Antilles, on n'est plus face à un État comme en 2007 qui dit je suis en faillite. Je suis un État en faillite. Je suis un État en faillite. Fuyons. On est dans un État qui ne va plus pouvoir nous dire, là, dans les mois qui viennent, j'ai plus d'argent. OK? Bien. Alors, je voudrais- Alors, en deux mots, Michel, parce qu'il faut qu'on arrête là, il y a une émission derrière. Pour revenir à notre... tu parlais de chômage, le bémol,
c'est que le nombre de CDD augmente, c'est-à-dire qu'il y a plus de travail saisonnier et de travail intérimaire. Donc c'est des emplois précaires, il y a une plus grande précarisation de l'emploi, même s'il y a un volume plus élevé. C'est comme en Allemagne. Il y a un taux de chômage très, très, très faible, mais il y a beaucoup plus de travailleurs pauvres qu'en France. Ouais. Bon, premièrement. Et puis deuxièmement, à la Martinique, alors j'ai participé la semaine dernière à une séance très intéressante. Pôle emploi a présenté les résultats d'une enquête que tu connais bien, c'est l'enquête BMO, l'enquête des besoins de main-d'œuvre. Ouais. Bon, la bonne nouvelle quand même pour la Martinique, c'est qu'on a le taux de progression. Alors ce sont des intentions d'embauche, besoin de main-d'œuvre. Les intentions d'embauche de 2019 par rapport à 2018 sont en hausse de 9,3%. Et surtout, ce qui est intéressant, c'est que, à l'inverse de la France, les emplois, disons, relativement durables, c'est-à-dire les CDI et les CDD de plus de 6 mois, sont en hausse. Donc, ça veut dire qu'il y aurait aussi peut-être un petit frémissement économique et surtout la demande, les présentations d'embauche dans la construction. Bien, alors voilà. C'est fini, tu voulais dire juste une virgule? Il y a un élément qui est très important que les gens doivent savoir, c'est qu'on est probablement là rentré dans une période de départ encore plus massif à la retraite. Bien. La génération du baby boom part à la retraite, donc ils vont venir rejoindre le club. Oui, être à la retraite et de plus en plus. Ok. Voilà. Merci beaucoup à tous les quatre. On n'a pas pu parler, chers amis, des pompiers. On n'a pas pu Mais c'est parce qu'on est trop long. On est trop long. J'aurais aimé qu'on parle des fonds Jérémy. Pour expliquer aux gens ce que c'est que les fonds Jérémy. Alors, monsieur le maire, j'espère que vous n'avez pas été. Vous allez revenir. Ça a été un petit peu mouvementé. J'espère que ce que j'ai dit ne vous a pas choqué ou dérangé. Non, pas du tout. Mais je ne cherche pas non plus à plaire. Très bien. Mais je trouve l'équipe très sympathique. Non, il n'y a pas de souci. C'est la première fois que je rencontre monsieur le maire. Enfin, je trouvais que, notamment son analyse des finances publiques pour les communes, je l'ai trouvé très saine. Tu vois, il ne faut pas mettre tout le monde très saine. Panier. Très bien. Alors, non mais vous deux là, vous n'arrêtez pas d'élever des petits cochons là. Il ne faut pas mettre tout le monde dans le même panier. Mais je trouve ça très bien pour ma part. On a mis sur une cloche. Allez, merci beaucoup à tous les quatre. Je vous souhaite de passer un excellent week-end et j'espère qu'on ne viendra pas écraser d'autres barrières. C'est plus ce week-end. Mais il n'y a plus de barrières. Que vous pouvez vous reposer ce week-end tranquillement, monsieur le maire. Merci à vous de nous avoir suivis. Et je voudrais remercier tous ceux, je voudrais remercier celles aussi qui nous font des dons, qui envoient des chèques à Zouk Télévision pour nous aider à maintenir cette télévision allumée, que vous puissiez nous voir chez vous et qu'on puisse vous offrir des débats de ce genre. Parce que Zouk Télévision, c'est vraiment votre télévision de proximité. Merci à tous, Martinique, Guadeloupe, Guyane. On reçoit aussi des dons de la France. Merci beaucoup. Et le combat continue, nous ne pouvons pas baisser les bras. Bon week-end à tous. Bye bye.